on va parler un peu de mécanique du bois. Alors le bois, déjà, c'est pas une évidence. Alors je vais commencer par parler de ce que j'appelle le bois de tige, et vous verrez tout de suite de quoi il s'agit. Le bois, ça provient toujours des arbres, c'est une évidence pour vous, mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un arbre? C'est une plante à ossature bois, donc c'est une construction à ossature bois, et puis il est constitué de tiges emboîtées les unes dans les autres, un tronc, des branches principales, des branches, des rameaux, des brindilles, donc il y a 5 niveaux de ramification en général. Ces tiges sont toujours élancées, et pour nous mécaniciens, on peut les considérer comme des poutres. Elles sont un peu sinueuses, et on peut les utiliser comme des poutres. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fabrication des arbres, elle est optimisée depuis à peu près 300 millions d'années, et ça fait 300 millions d'années que ça fonctionne. C'est fait pour tenir la posture et résister aux efforts extérieurs. Donc on a eu une optimisation de tiges, et pas forcément de matériaux. Une tige, ça comporte toujours des zones de jonction, puisqu'il y a des ramifications. Chaque tige va avoir des zones de jonction où il y a des ramifications, et puis des zones entre les jonctions où le bois est lisse, entre guillemets. Et ce qu'on voit, ce qu'on constate expérimentalement, c'est que l'arbre ne casse pas dans les zones de jonction. Ce qui veut dire que ces zones de jonction, finalement, par fabrication, sont solides, et même plutôt plus solides que ce qu'il y a entre les deux. Et donc nous, ce qu'on va caractériser, c'est parce que c'est plus facile, c'est ce qui est entre les deux, entre des zones de jonction. On a des zones de bois assez propres sur lesquelles on va pouvoir prélever des éléments de matériaux pour faire de la caractérisation mécanique. Parce qu'il faut pouvoir faire de la caractérisation mécanique. Là, on va considérer ce que moi j'appelle le bois des tiges, tel qu'il a été conçu dans l'arbre pour avoir sa résistance optimale. Et c'est tout ce que je vais vous présenter dans la première partie. Alors il faut savoir que les tiges ont été utilisées notamment dans des bâtiments de prestige. Vous avez tous entendu parler de la charpente de Notre-Dame de Paris. Toutes les grandes poutres sont des troncs d'arbres de 10-12 mètres de long qui ont été simplement équarris. Mais par exemple en Guyane, un bâtiment de prestige comme le Tukuchipan est aussi fait en troncs d'arbres très élancés qui permettent de faire un dôme directement. Le bois de tige, on peut dire que c'est du bois sans défaut, puisque c'est le bois qui a été fait dans l'arbre. Et on va aussi faire des éprouvettes de bois sans défaut pour le caractériser. Mais ce bois sans défaut peut être utilisé dans des applications mécaniques haut de gamme. Quand on fait une barrique, un tonneau, on utilise du bois sans défaut qui est fendu. Si on fait un violon, on va ensuite utiliser du bois sans défaut. Donc il y a toute une utilisation possible du bois sans défaut, et c'est celui que je vais regarder de plus près parce que c'est celui dans lequel la variabilité peut s'expliquer par la biologie de l'arbre et par les différents paramètres de ce type-là. Un petit rappel de la structure et des propriétés des mécaniques du bois. C'est très, très rapide, vous connaissez, mais je veux simplement le rappeler. On a 2 grandes échelles. Une première échelle qui est un matériau poreux, qui relève de la mécanique des matériaux poreux. En fait, de matériaux poreux, c'est un matériau de type nid d'abeille, donc il est anisotrope, c'est pas une mousse, c'est plutôt un nid d'abeille. Et les matériaux poreux se caractérisent essentiellement par la quantité ou la proportion de matière qui est dedans. Et le deuxième échelle de structure, c'est la paroi cellulaire, la paroi de ces cellules, qui, elle, cette fois-ci, est un composite à fibres. Donc on a une double structure intéressante, une structure de composite à fibres à l'échelle de la paroi, et une structure de nid d'abeille à l'échelle anatomique. Après, si on regarde les grands usages du bois, d'une part, je rappelle que la direction L que vous connaissez bien, qui est la direction de la tige, on appelle ça le fil du bois, je le réutiliserai après. Pour moi, il y a 2 grands usages du bois en ingénierie que je vais aborder, mais surtout le premier, c'est un usage d'ossature, où le bois est utilisé essentiellement pour faire la flexion, c'est poutres, etc. Et puis il y a aussi un usage important au support, je l'aborderai simplement, parce que quand on regarde les grandes bases de données, on a ces 2 propriétés majoritairement. Les propriétés d'ossature en flexion, MOE, MOR, module d'élasticité, module de rupture, et les comportements en support, la dureté. Pourquoi le support? On va pouvoir mettre des objets dessus, avec une bonne résistance au choc et puis un amortissement possible. Alors, regardons déjà l'aspect cellulaire. On a une très grande diversité d'organisations cellulaires. Là, on le voit dans un plan transversal. Cette diversité-là va beaucoup commander le comportement transverse. J'en parlerai plus beaucoup après, mais ce qui explique la diversité du comportement transverse, la dureté, c'est surtout l'organisation cellulaire qu'on voit dans le plan transversal. Le comportement en flexion classique, vous avez un comportement avec, là c'est un essai force-déplacement, c'est une flexion classique. Et en général, dans un essai comme ça, on a une première partie relativement linéaire, où on mesure un module d'élasticité, et puis un moment où on va avoir la rupture au maximum de l'effort.
Mais la dernière partie est plutôt courbe. Et on considère le point de jonction que vous voyez là, que j'ai mis entre FR et IF, qui est le point de jonction entre la tangente et le maximum de la contrainte, c'est un paramètre de déformation, c'est un peu la déformation maximale admissible. Il peut aller beaucoup plus loin, mais en général, on considère dans les matériaux que ce rapport entre finalement la résistance à la rupture MOR et le module d'élasticité, qui est une déformation, c'est une déformation qu'on peut utiliser comme déformation limite. Et donc, c'est quelque chose qu'on pourra regarder. Donc voilà, le comportement en flexion typique est de ce genre-là, alors que le comportement en compression transverse est totalement différent. Vous avez une montée élastique, puis un très long plateau qui ressemble à de la plasticité. Et dans son très long plateau, l'effort exercé, la contrainte maximale reste faible. C'est-à-dire si vous avez un objet qui est sur ce support, qui ne peut pas avoir de contrainte trop élevée, il n'aura jamais de contrainte trop élevée. Et pendant toute cette durée-là, on a une énergie très grande qui est dissipée dans le matériau, ce qui est intéressant pour faire un matériau de support ou un matériau d'emballage. Donc c'est ce qu'on va regarder. Donc les relations entre propriétés et puis ce qu'on a dit, la densité dans le matériau cellulaire. On voit bien, et ça c'est bien connu dans tous les matériaux cellulaires, que la densité qui représente la proportion de parois, la proportion de matière, est de l'élément clé. Et pratiquement toutes les propriétés des matériaux cellulaires sont reliées à la densité par une fonction puissance, presque 1 quand c'est un composite de type nid d'abeille dans le sens L, et puis ça peut aller jusqu'à 2,5 voire 3 dans des sens transverses. Donc c'est une propriété intrinsèque des matériaux cellulaires. Comme tous les matériaux cellulaires, la densité est une des clés, c'est normal, c'est la quantité de matière. Et là, on voit par exemple que le module en flexion, il a une bonne relation avec la densité, mais presque moins bonne que la dureté, puis on a quand même pas mal de variations. On y reviendra. Les deux points sur les deux courbes rouges là qu'on voit en parallèle, qui sont des maximums pour une densité égale à 1, vont traduire des différences de rapport entre le module et la densité. Et ce rapport entre le module et la densité, qu'on appelle module spécifique, c'est le carré de la vitesse du son dans le bois, c'est une propriété intrinsèque du bois, c'est la même dans la paroi cellulaire et dans le matériau. Donc on a un module spécifique, c'est une propriété de base de la paroi cellulaire, mais il sera le même dans le matériau. Donc celui-là, il est assez facile à mesurer, puisqu'il suffit de mesurer soit une vitesse du son, soit un amortissement. Et donc on a deux propriétés de base, l'une qui caractérise le matériau cellulaire et l'autre qui va caractériser le matériau composite à fibre et qu'on va utiliser en général. Toujours dans le matériau de type nid d'abeille, on a une anisotropie forte, et dans cette anisotropie, l'angle de fil joue un rôle très important. Là, on voit que dès qu'on a fait une variation de fil de 20 degrés par rapport à l'axe de chargement, on a la propriété qui a perdu pratiquement, on est passé à 0,3, on a presque perdu un facteur 3 en propriété en module, et c'est encore pire en rupture. Donc l'angle de fil est un paramètre, c'est pas un paramètre de structure, mais c'est un paramètre d'analyse qui est extrêmement important quand on regarde la flexion. Quand on regarde la dureté ou la compression transverse, il n'a plus d'influence. Donc il y a un cas où c'est extrêmement important et un autre cas où on ne le regarde pas. Et donc pour tout le reste, on va un peu définir ça. Alors je reviens pour finir sur l'influence de l'angle des microfibriques. Donc dans la paroi cellulaire, c'est un composite à fibres. Dans les composites à fibres, les deux clés, c'est la proportion de fibres, donc de cellulose, mais dans le bois, ça ne change pas énormément, ça change un peu, mais c'est surtout l'angle de microfibrilles. On voit qu'on peut avoir une variation de 1 à 5 ou 1 à 6 quand l'angle de microfibrilles change dans la paroi cellulaire. Donc, pour finir, les propriétés du bois vont dépendre des deux. Et quand on se classe dans l'ensemble des matériaux, on s'aperçoit que finalement, le bois sans défaut, ou le bois de tige, est un matériau qui se classe très très bien. On y est à peu près équivalent au composite à fibres, surtout en flexion, hein, plus le bois est léger, meilleur il est. Donc on a des matériaux, c'est une gamme de matériaux très légers, mais très performants. Ça, c'est un peu la généralité. Alors, avant d'aller plus loin, l'humidité est un facteur de variabilité. Donc je peux pas vous parler de variabilité des propriétés sans parler de l'humidité. Et donc la première chose, c'est dans l'arbre, le bois est vert, dans la charpente, le bois est sec. Est-ce qu'entre les propriétés du bois vert et du bois sec, la relation est bonne? Elle est extrêmement bonne. En fait, c'est très facile de passer de propriété du bois vert à celle du bois sec. Et on voit dans la partie du bas, là où on a le MOE, ça a été fait sur des barreaux, les mêmes barreaux, d'abord vert puis sec. Et on voit que la relation, là, elle est extrêmement étroite et
avec une variation qui n'est pas si grande que ça. Donc en fait, bois vert, bois sec, ça se ressemble, c'est simplement l'humidité qui joue un rôle, et on peut passer facilement de l'un à l'autre. Quand vous avez des bases de données bois vert ou des bases de données bois sec, vous pouvez passer assez facilement de l'une à l'autre. Là, pour donner un peu des variations avec l'humidité, en termes de variation pour les propriétés mécaniques, ce qu'on voit, c'est qu'au maximum entre le bois vert et le bois sec, pour la compression axiale, on a un facteur 2. C'est beaucoup, mais vous verrez que ce n'est pas tant que ça. Ce n'est qu'un facteur 2 au maximum, du bois vert au bois sec. Dans le cas du module d'élasticité, c'est très peu, c'est 20 ou moins de 20%. Là, c'est 25% dans cet exemple-là, mais ça peut être moins de 20%. Et si on regarde ce qui se passe entre le bois sec à l'air, c'est à 12%, la référence, si je fais moins 4% ou plus 4%, qui est à peu près la variation qu'on va rencontrer dans le bois en usage, ben finalement, les variations des propriétés mécaniques ne sont pas très très grandes. On a 20 ou 25% au maximum, en plus ou en moins. Donc l'humidité, c'est un facteur extrêmement important par rapport au risque de dégradation des champignons pour des tas de choses, pour la viscoélasticité aussi, mais pour ces propriétés-là, finalement, l'humidité n'est pas un facteur si important que ça. Ce n'est pas le facteur de variabilité qu'il faut prendre en compte, il faut le regarder, mais ce n'est pas si grave que ça de faire une erreur sur l'humidité quand on fait des analyses de variabilité des propriétés du bois. Donc l'origine essentielle de la variabilité, elle est d'origine biologique. Là, j'ai regardé les facteurs non biologiques, donc on les maîtrise, on peut savoir. Il y a des facteurs sur lesquels on n'a pas d'autre maîtrise que de les mesurer et de regarder ce que ça donne. Alors, je vous ai dit, tous les bois proviennent des arbres, mais tous les bois ont le même nom que l'arbre. C'est-à-dire toute la diversité biologique des arbres, le nombre d'espèces, l'espèce de bois et l'espèce d'arbre ont le même nom. Il y a un lien. Donc, s'il y a 60 000 arbres à peu près considérés comme espèces dans le monde végétal, ben, il y a 60 000 types de bois aussi. Ce qui veut dire qu'on a une très grande diversité de bois, aussi grande que celle qu'on a sur d'autres matériaux, qui vont dépendre de l'ADN, hein, puisque c'est génétique. Et puis, en termes de bois, c'est le plan ligneux, qui est une caractéristique, et puis le cocktail d'extractibles, mais on ne parlera pas tellement de chimie, on parlera plutôt de ça. Ça, c'était la partie de variabilité qui est liée à la génétique, entre guillemets, les espèces. Mais on a aussi, à l'intérieur d'un arbre, une adaptation à la croissance. C'est-à-dire que chaque espèce, dans chaque arbre, il va y avoir adaptation de l'arbre au moment où il est fabriqué aux conditions de croissance, pour répondre aux conditions mécaniques au moment où il est fabriqué. Je ne vous fais pas le cours sur l'arbre, parce que vous connaissez la croissance des arbres. On rajoute des couches au fur et à mesure. Chaque fois qu'une couche est rajoutée, elle est rajoutée à un moment où il y a un certain nombre de contraintes mécaniques sur l'arbre, et elle va s'adapter à ces contraintes, ou à ces évolutions de contraintes. Et on a deux types d'évolutions. L'évolution radiale, qu'on appelle effet âge ou effet juvénilité, c'est-à-dire que l'arbre n'a pas les mêmes contraintes quand il est très jeune et très petit que quand il sera plus vieux. Donc ça, c'est une adaptation de la croissance qui va se traduire en modification et en variation des propriétés. Une autre adaptation, elle est plutôt circonférentielle, surtout le pourtour. Et ça, c'est une adaptation qui relève du contrôle de posture. Vous avez entendu parler du bois de réaction, bois de tension, bois de compression. Un arbre, pour réguler sa posture, soit pour ne pas s'incliner trop quand il pousse incliné, soit pour se redresser quand il a été incliné accidentellement, il est capable de faire des bois différents d'un côté à l'autre, de faire un moteur de redressement pour contrôler sa posture. Et ça va s'introduire par des bois qui ont des propriétés différentes. Là, c'est du bois de compression, donc c'est très net. On voit très bien la différence dans le secteur 1, entre 2 et 8. Dans le secteur 1, on a un gros secteur de bois de compression. Et dans les autres côtés, on voit que en densité, il est beaucoup plus dense dans le bois de compression, alors qu'en module spécifique, il est beaucoup plus bas. Donc on a une régulation qui a été faite de cette façon-là. Donc ça, c'est les deux types de régulation qui vont se faire à l'intérieur de l'arbre pour contrôler la posture. Donc à chaque fois, les variations de propriété c'est pas du hasard. C'est lié à une adaptation à quelque chose, et donc il faut le prendre en compte pour un peu mieux connaître les variations de propriété qu'on va avoir. Ok. Alors on va regarder la variabilité des deux indicateurs. J'ai dit les deux indicateurs de clés, c'est la densité et le module spécifique. J'appelle MS le module spécifique. Alors un module spécifique, j'ai dit que c'est le rapport entre le module d'élasticité et la masse volumique. Et ça se mesure en mètres carrés par seconde carré. C'est le carré de la vitesse du son. En fait, ça se mesure même en millions de mètres carrés par seconde carré. La vitesse du son dans le bois, c'est entre 4000 et 6000 mètres par seconde. Et donc, c'est les valeurs qu'on mesure couramment. Et là, vous voyez, donc c'est des essais qui ont été faits au CIRAD sur des barreaux. Donc, chaque barreau est un individu.
Il peut y avoir plusieurs barreaux dans un même arbre, il peut y avoir plusieurs arbres dans une même espèce, il peut y avoir beaucoup d'espèces. Donc ça, c'est la variabilité totale qu'on peut rencontrer, enfin sur 2150 barreaux. Et là, on voit bien qu'on a à la fois une grande variabilité en densité et une grande variabilité en module spécifique, et qu'il n'y a pas de relation entre les deux. Ce qui veut dire que quelque part, l'adaptation du bois peut se faire indépendamment sur la densité ou sur le module. Il n'y a pas de lien forcé entre les deux, il peut y en avoir dans certains cas, mais il n'y a pas de lien forcé entre deux. Donc on a bien deux variables qui sont intéressantes parce qu'elles ne sont pas couplées trop entre elles. Et on voit que les variations sont pratiquement de 1 à 10 pour la densité et de 1 à 7 pratiquement pour le module spécifique. On a de très grandes variations des deux côtés. Ce qui est 1 à 10 par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'humidité. L'humidité, on a au maximum 2 quand on va de complètement humide à complètement sec, et 20 à 30% quand on est... Donc, en variabilité, c'est beaucoup plus grand comme source de variabilité, ce qu'on va rencontrer là. Voilà, donc on a... Alors à partir de là, ça sera peut-être un peu plus délicat pour vous, on va regarder ce qui se passe, le poids de chacun de ces facteurs et comment on peut les prendre en compte. Donc ça devient un peu des graphiques comme ça, je suis désolé de ne pas avoir de pointeur, j'aurais bien aimé. Donc vous avez au milieu les 2150 barreaux, c'est-à-dire que... Avec... Ah oui, oui. Voilà. Donc, là, ici, vous avez les 2150 barreaux dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est des barreaux indépendants. Ils appartiennent à des tas d'arbres différents. Ça, c'est vraiment la variabilité des pièces. J'ai une pièce de bois quelconque, j'ai un bout de bois. Qu'est-ce que je peux avoir comme variabilité? Là, donc, on voit que c'est là qu'on a la largeur la plus grande hein, dans l'histogramme, à la fois pour le module spécifique, pour le module spécifique qui est ici, ou pour la densité, et donc aussi pour le module qui est le produit des deux. Et si par contre, je fais la même chose, que je prends aussi des barreaux, mais que dans l'espèce chêne, alors c'est même pas des barreaux, c'est des mérins. Donc je prends, là j'avais 5500 et quelques mérins hein, que j'avais récupérés. Et si on fait la même chose sur ces mérins, on voit que cette fois-ci, on a réduit fortement la variabilité, puisqu'il n'y a plus qu'une seule espèce. Il y a encore beaucoup de variabilité, puisqu'il y a des arbres différents et des pièces différentes dans les arbres. Donc il nous reste la variabilité entre arbres d'une même espèce et à l'intérieur d'un arbre. On continue à avoir des choses relativement importantes, hein, mais on voit bien qu'on a réduit très fortement la densité, réduit moins le module spécifique, et puis le module lui-même, il est le produit des deux. Et si cette fois-ci, je prends des données qui viennent du CTFT, où ça, c'est des arbres. C'est à chaque fois la moyenne d'arbres. Il y a 3106 arbres de toutes espèces différentes, mais c'est la moyenne dans un arbre. Donc, dans la mesure où c'est la moyenne dans un arbre, je vais moyenner les différences intra-arbres. Et on voit que cette fois-ci, on va réduire pas mal le module spécifique. Voilà. On a réduit plutôt le module spécifique et moins la densité dans ce cas-là. Ce qui montre quelque part que la densité, c'est vraiment un effet espèce. La variation de densité est vraiment très liée aux différentes espèces. Quand on a beaucoup d'espèces différentes, on aura toujours beaucoup de variabilité de la densité. Je n'ai pas mis d'exemple là, mais si on prend des moyennes d'espèces, le module spécifique, lui, qui est un effet arbre plutôt, un effet adaptation de l'arbre, on ne va plus le retrouver. Et plus on va moyenner, moins on va avoir d'influence du module spécifique. Ce qui fait que si vous regardez des bases de données avec beaucoup d'arbres, beaucoup d'espèces, vous avez l'impression que la densité explique tout. Par contre, si vous regardez dans une espèce, vous dites non, finalement, c'est peut-être même le module spécifique qui explique le plus. Donc là, j'ai repris un peu ça, avec les coefficients de variation, et puis les coefficients de régression, savoir qu'est-ce qui explique le plus. Un coefficient de régression ici, le R2, soit pour le module, la densité en bleu, soit pour le module spécifique en rouge, dit qu'est-ce qui explique le plus. Et on voit que quand on est à l'intérieur d'un arbre ou à l'intérieur d'une espèce, c'est plutôt le module spécifique qui explique. Quand on est avec beaucoup d'espèces différentes, c'est toujours la densité qui l'emporte. Donc quand vous dites la densité explique tout, oui, entre espèces. Non, pas dans un arbre. Si vous êtes dans une espèce ou dans un arbre, c'est plus elle qui explique le plus. C'est plutôt le module spécifique. Voilà. Donc là, je passe à quelque chose dont je voulais simplement dire que là, j'ai parlé du bois sans défaut. Le passage de la tige au boissier, c'est là qu'on va faire la création de défauts. Donc le premier débit, vous connaissez, on peut dérouler, on peut scier, on peut fendre. Et le nœud dont on dit c'est un défaut, le nœud c'est une jonction vitale pour l'arbre, c'est pas un défaut. L'arbre a besoin d'avoir des jonctions pour faire des branches. Par contre, l'organisation du nœud
en 3 dimensions est tellement bien faite que le nœud est très résistant. Mais il est dans un cylindre en 3 dimensions. Et dès qu'on va commencer à le débiter, on va faire des planches presque en 2 dimensions. Et là, on va avoir ce qu'on voit là sur la figure à côté. C'est-à-dire que autour des nœuds, le fil va contourner. On a vu que les propriétés vont diminuer très fortement dès que l'angle va être incliné. Donc, en ayant débité mon arbre en planche, je vais obtenir des pièces qui elles-mêmes, alors que l'arbre était très résistant, je vais avoir des pièces qui sont beaucoup moins résistantes. Et la dernière diapo, c'est celle-là. Là, c'est la comparaison bois de planche, qui est en bas, et bois de barreau, donc bois de tige. On voit qu'il y a une réduction générale des propriétés. Elle est surtout forte sur le module de rupture, sur la rupture, parce que les défauts sont des lieux où la rupture va se produire. Et si on regarde jusqu'au bout, le module de rupture, si je prends le 5e percentile, qui est la règle, ben j'ai presque divisé par 3 en passant du barreau au sciage, et divisé par 2 en médiane. C'est-à-dire que la création de défauts va réduire très fortement si on ne fait pas attention. Et donc là, il va falloir trier en fonction de ce type de défaut. Donc la conclusion, je l'ai dit pratiquement tout au passage. Le bois de tige est très bien organisé, c'est très résistant. Et donc ça peut être intéressant de garder les propriétés du bois de tige, soit en prenant la tige tout court, soit en prenant des bois obtenus par fendage ou autre. Et puis, ce qui est important, mais ça, je ne l'ai pas dit tellement, hein, la déformation en rupture est très élevée dans le bois de tige, en flexion. Et donc, en fait, on ne va jamais jusqu'à rupture quand on doit régler en déformation. Si on regarde la déformation d'un plancher, la déformation en rupture, elle est presque 10 fois plus élevée que la déformation maximale tolérée dans un plancher. Donc, on peut pratiquement gérer le bois sans défaut avec le module et regarder quelque part s'il y a des dangers de... Alors qu'à l'inverse, le bois avec défaut, on va avoir beaucoup plus de fragilité. Et là, il faut le gérer sur la rupture. Et la rupture, elle est liée complètement au défaut. Donc on a vraiment 2 mondes différents. Là, on peut prédire facilement une propriété. Je mesure la densité, le module spécifique. Je peux dire les propriétés, c'est ça. L'autre, où je ne peux le faire qu'à partir des défauts. Et c'est une approche probabiliste tout à fait différente. Voilà, ben merci. Non, c'est pas le début. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, donc moi, je suis également directeur de recherche émérite, comme Bernard. Je suis dans 2 labos, à Clermont-Ferrand, à l'Institut Pascal, où j'étudie le bois matériaux et le bois hors de l'arbre, on pourrait dire, et au PIAF, qui est un laboratoire INRAE, où je travaille sur le bois dans l'arbre. Et dans ma carrière, j'ai été longtemps au LMGC à Montpellier et je me suis beaucoup occupé du GDR Bois avant le directeur actuel qui est Eric Badel du PIAF. Et aussi, j'ai été beaucoup au Japon, à Kyoto. Alors, je vais vous parler surtout du comportement dépendant du temps, mais avec un petit retour au début sur l'anisotropie du bois et un petit clin d'œil sur la biologie végétale à la fin. Alors, l'anisotropie tout d'abord. Et d'abord, bon voilà, donc relation structure-propriété. Hein, je reprends un peu le discours de Bernard, mais d'un point de vue différent. Pourquoi le bois est beaucoup plus rigide dans le sens L? Il faut avoir bien conscience que toutes les échelles structurelles sont impliquées. C'est-à-dire que vous avez la contribution du multicouche bois tendre, bois dur, bois de printemps, bois d'été. Ce multicouche renforce la direction R et T par rapport à la R. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, c'est le fait d'un multicouche. Hein. Et à l'échelle du tissu cellulaire, vous avez l'organisation préférentielle du nid d'abeille, qui renforce la direction L par rapport aux 2 autres. Et à l'échelle de la paroi cellulaire, vous avez les microfibrilles qui sont quand même pas très inclinées en général et qui renforcent encore plus la direction L. Pour la direction transverse, c'est plus compliqué. À l'échelle macro, la tangentielle est renforcée par rapport à la direction R. Par contre, à l'échelle cellulaire, vous avez je ne sais pas si c'est clair sur l'image, vous voyez, vous avez des alignements radiaux parce que les cellules sont fabriquées en fil radial, hein, et donc les parois radiales sont peu inclinées par rapport à la direction radiale, donc elles travaillent en traction-compression et non pas en flexion. Et donc cette direction radiale est généralement, systématiquement renforcée par rapport à la direction tangentielle, surtout dans le bois de printemps. Voilà. Et donc, en fait, le combat entre le T et le R est au profit du R à la fin. C'est généralement la direction radiale. C'est toujours la direction radiale qui l'emporte dans l'anisotropie du bois. Et maintenant, alors je vais faire un essai. Voilà.
je vous pose une devinette et je vais vous demander de voter en levant les doigts, la main. D'accord ? Donc vous avez un carreau de bois sur lequel on marche et on veut savoir lequel va s'enfoncer le plus sous l'effet de ce poids. Donc ce n'est pas un poids phénoménal, c'est juste une déformation élastique. Hein. Donc je vous demande de savoir lequel est le plus élastique, lequel s'enfonce le plus pour un poids donné. Alors, vous avez trois possibilités, donc je vais vous demander de voter après. Donc le bois debout, c'est-à-dire avec la direction L vers le haut, le débit sur quartier, avec la direction T vers le haut, direction tangentielle, le faux quartier, avec une inclinaison des cernes, et vous pouvez aussi dire que vous ne savez pas. Alors je vais commencer par la fin. Je vous demande de lever le doigt. Alors ça compte aussi pour ceux qui sont à distance, hein, parce qu'on va les regarder, enfin, ils sont surveillés par ailleurs. Qui vote pour D ? 1, 2, 3, 4. Et à distance, c'est combien ? Il y a un dé dans la salle. D'accord. Alors maintenant, le faux quartier. Ah, il y en a déjà plus. Je ne sais pas si je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, il y a beaucoup moins de la moitié, d'accord ? Un quart peut-être. Ouais. Nous, on a une trentaine dans la salle. Sur combien ? Sur 70-80, je pense. D'accord, donc c'est un peu plus dans l'autre salle. Le B, le débit sur quartier. Alors là, il y a une beaucoup plus grosse majorité. Une bonne moitié dans la salle ici. Là, c'est les 2 tiers, je dirais. Voilà. Et le bois debout. Ah, il y en a quand même pas mal. Alors, c'est pas peut-être un petit 5e, je dirais un 6e. Et chez vous ? Il y a 10%, ouais. Ouais, d'accord. Alors, la réponse, la seule bonne réponse, alors donc la plus mauvaise d'abord, la plus mauvaise, c'est la A. C'est la seule qui est fausse. Alors, ensuite, la seule bonne réponse, en réalité, c'est la D. Hein ? Alors, attendez, je vais commencer à y aller. Alors la bonne réponse, c'est la D, parce qu'en fait, on ne peut pas répondre. On ne peut pas décider entre B et C. C'est soit B, soit C, selon les cas. Donc, on peut dire en quelque sorte que ceux qui ont répondu D, c'était les seuls qui avaient raison. Alors, je m'explique. C'était un piège, hein, vous êtes tombé. Voilà. Alors, je vous montre un graphe ce graphe explique le module d'élasticité en fonction de l'angle. Alors, on se place dans le plan transverse. Hein. Bon, déjà, on vous a expliqué que la direction L, la direction des fibres, c'était la plus rigide, donc c'est celle où on s'enfonce le moins. Donc, le A était éliminé d'office. Hein. Maintenant, la subtilité, c'est entre la direction T, la direction à 45 degrés, etc. Donc là, je considère l'angle par rapport à la direction radiale, et je prends comme référence la direction radiale. Je vous ai dit tout à l'heure, la direction radiale, c'est celle qui est la plus rigide dans le plan transverse, mais de toute façon, je ne vous ai même pas posé la question. La nuance, c'est entre 45 degrés et 90, en fait. Et en fait, si vous avez affaire à un feuillu, eh bien, il y a un passage continu. Vous voyez, c'est la courbe bleue. La courbe bleue, là. Il y a un passage continu. La direction la plus rigide, c'est la R, et puis la moins rigide, c'est la T, et on y va de manière progressive. Et dans le cas d'un résineux, ça chute terriblement quand vous êtes autour de 45 degrés à peu près. Donc, dans le cas d'un résineux, c'était la réponse C, alors que dans un feuillu, c'était la réponse B. Voilà. Alors maintenant, je vais quand même vous donner un peu plus Alors, tout ça, c'est au niveau pratique. Hein, d'abord, au niveau pratique, ça explique pourquoi le cisaillement RT, ce qu'on appelle le cisaillement roulant en anglais, alors, je ne sais pas si on dit en français tellement, mais bon, le cisaillement roulant, c'est-à-dire le cisaillement des fibres transverses, quoi, il est très faible chez les résineux. C'est une caractéristique des résineux qui les différencie des feuillus. Alors, maintenant, je rentre un peu plus dans le détail de la microstructure. Alors, la raison, hein, elle est là, c'est-à-dire qu'en fait, les cellules des résineux sont trop bien rangées. C'est ça qui les affaiblit par rapport à la direction diagonale, si vous voulez. Ou qui les rend... vous avez imaginé
Le résineux, c'est un assemblage de cellules comme ça, surtout le bois initial, hein, c'est surtout dans le bois initial des résineux. Ils sont là, c'est la direction horizontale, c'est la direction radiale, là, et j'appuie dans la direction tangentielle qui est verticale. Non, excusez-moi, j'applique à 40. Si j'appuie dans la direction tangentielle, j'ai les parois tangentielles qui travaillent en compression, mais par contre, toutes les autres parois, les parois radiales travaillent en flexion. Donc ça explique pourquoi la direction T est beaucoup moins rigide que la direction R. Par contre, en cisaillement, c'est-à-dire que ça correspond en fait à une traction à 45 degrés, et une traction diagonale et une compression diagonale dans l'autre sens, vous avez de la flexion de toutes les parois. Et la flexion, c'est le mode de déformation qui produit le plus de déplacement. Donc c'est le mode de déformation le plus faible. Et dans les résineux qui sont bien rangés, c'est comme l'armée romaine, hein, ils sont au garde à vous, et en fait ils sont faibles si on les sollicite dans la mauvaise direction. Hein. Et alors que les feuillus, c'est un peu le foutoir dans la microstructure, il y a des vaisseaux un peu partout, enfin un peu de tout, des parenchymes, des trucs compliqués, et en fait c'est beaucoup moins bien organisé, et du coup ça résiste un peu, donc c'est pour ça, voilà, c'est les Gaulois versus les Romains. Donc maintenant on va passer à comportement dépendant du temps, c'est le principal sujet. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un comportement dépendant du temps ? J'ai une petite discussion sur ce que ça signifie en français, en fait. Hein. C'est un peu ambigu. Il y a deux manières pour le comportement d'un matériau, le comportement mécanique du matériau ou physique d'ailleurs, enfin le comportement en général, d'être dépendant du temps. Soit c'est que le temps est une variable du comportement, c'est intégré dans la description du comportement, il faut le prendre en compte pour décrire le comportement. Ça ne veut pas forcément dire que le matériau change. Ça reste le même matériau, avec les mêmes propriétés, mais le temps intervient. C'est typiquement ce qu'on appelle la viscoélasticité, par exemple. Ou bien l'effet de l'environnement quand c'est réversible. Ou bien il y a un autre... Bon, voilà. Donc tout ce qui est de nature réversible, c'est le temps qui appartient au comportement, en quelque sorte. Alors que vous avez d'autres situations où le comportement évolue dans le temps, se modifie vraiment. Par exemple, le matériau, il y a une modification chimique, ou bien de l'endommagement, parce que vous sollicitez trop fortement mécaniquement le matériau. Ou bien vous avez tout ce qui peut modifier le matériau, c'est une dépendance du comportement lui-même. Et là, c'est associé à l'irréversibilité. Il faut bien distinguer les deux. Donc, je vais essayer de vous parler un petit peu des deux, mais bon, pas beaucoup de temps, donc ça va être limité. Alors déjà, avant de parler des deux, je vais faire quelques petites généralités sur... qu'est-ce que c'est ? Parce que tous ces comportements dépendants du temps, c'est des phénomènes qu'on peut appeler des processus cinétiques. Et là, j'essaie de montrer de manière un peu abstraite qu'est-ce que c'est qu'un processus cinétique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un matériau qui est dans un état initial, et il y avait des configurations qui sont réparties d'une certaine manière, avec des puits énergétiques. Voilà, la courbe verte, ça représente un peu l'énergie, et l'abscisse, c'est les configurations, c'est les états de la matière. Et on peut passer d'un état à un autre. Vous avez une distribution là, les deux puits sont au même niveau, donc ils sont équilibrés. Et la probabilité de passer de l'un à l'autre, dans un sens ou dans l'autre, sont les mêmes. Elle est liée, et ça va d'autant plus vite que la température est plus élevée, parce que la température fait vibrer les particules autour de l'état de minimum. Et il y a une probabilité de franchir la barrière par unité de temps. Et ces probabilités sont définies par des lois d'Arrhenius, en fait, hein, c'est-à-dire des énergies pour franchir divisées par l'énergie thermique. Et en fait, dès que vous appliquez un chargement extérieur, ou vous faites une action, ou n'importe quoi que vous faites qui vous agissez sur ce matériau, vous allez changer l'équilibre, et ça va migrer plus dans un sens que dans l'autre, et à la fin, vous allez avoir une statistique différente des états, et à la fin, un état visible et macroscopique différent. Donc ça, c'est une vision physique statistique du phénomène. Et voilà. Donc c'est ça dont on parle à chaque fois. Hein. Quand on parle de processus dépendant du temps, c'est un peu ça l'image physique qu'il faut se faire. Maintenant, je voudrais faire quelques petits conseils pour analyser des processus cinétiques. Donc tous ces phénomènes, qu'il s'agisse de sorption, qu'il s'agisse de fluage et relaxation, qu'il s'agisse de réactions chimiques, il y a un temps caractéristique pour migrer d'un état à un autre. Donc en général, ce qu'on cherche, c'est le temps caractéristique de migration et l'état d'équilibre vers lequel on tend. C'est les deux questions qu'on se pose à chaque fois. Et là, il faut faire attention à ne pas faire une erreur qu'à peu près tout le monde fait, beaucoup de gens font.
et que je résume par un petit exemple. Quelqu'un va peser un échantillon pour voir pour peser, il le met dans un autre, il change d'ambiance, vous changez votre ambiance sur votre échantillon de bois, vous le mettez dans une autre ambiance, et puis vous voulez voir comment il s'équilibre, et vous le pesez tous les jours. Et puis quand vous voyez que le poids du jour est le même que celui de la veille, vous dites que c'est bon, il est arrivé à l'équilibre. C'est une erreur de raisonnement une erreur de raisonnement, et qu'il faut faire, il faut y prendre garde. Elle est très très répandue, et c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner en logarithme du temps et non en temps. C'est-à-dire qu'on doit comparer une mesure à celle qui a été à t sur a et non pas à celle qui était à t moins delta t. C'est-à-dire qu'il faut, même si vous faites des mesures tous les jours, bon, c'est pas grave, mais vous comparez la mesure d'hier avec celle qui aura dans 10 jours, par exemple. Et c'est pas celle qui avait hier, la différence, l'incrément d'hier et l'incrément jusqu'à demain, c'est pas ça qu'il faut comparer. Je sais pas si c'est clair. Voilà. Ensuite, voilà. Et donc, en fait, la seule manière d'être... donc, il faut avoir des temps répartis de manière uniforme dans une échelle logarithmique, par exemple avec un facteur 3, hein, 1 heure, 3 heures, 8 heures, 1 jour, 3 jours, 10 jours, est-ce que c'est D, c'est vous lire jour, un mois, etc. Un petit reste d'anglais, désolé. Et on peut représenter ces phénomènes dans des diagrammes logarithmiques, et on peut représenter la dérivée logarithmique en fonction de la valeur, et c'est comme ça qu'on peut obtenir, vous voyez, si on représente la dérivée logarithmique en fonction de la valeur, on peut voir vers quoi ça tend. Donc si jamais j'ai une courbe ici, qui va jusque là, je peux extrapoler et trouver la valeur d'équilibre assez facilement. Donc c'est une méthode très, très puissante pour trouver l'état d'équilibre lequel on tend sans y être arrivé. Donc ça, c'est des choses, bon là c'est un peu des généralités théoriques, désolé pour le côté un peu théorique. Maintenant, je vais rentrer un peu on va parler un peu plus du bois. Alors, non, excusez-moi, je parle d'abord de viscoélasticité de matière générique. Ce qu'on appelle la viscoélasticité, c'est une forme de comportement dépendant du temps. Elle peut être réversible ou irréversible. La viscoélasticité linéaire est de type réversible. On peut la caractériser avec des essais de relaxation, où on maintient une déformation constante, et on va avoir une chute de la contrainte, ou bien on peut avoir une contrainte imposée constante, et on a une évolution, une augmentation de la déformation, ça s'appelle du fluage. Et on peut annuler la contrainte, c'est de la recouvrance, etc. Et on peut aussi faire des cycles, et puis le retard de la réponse par rapport à la sollicitation, et les stérésis que ça entraîne, ça caractérise aussi ce comportement différé. Et toutes ces manières de caractériser le comportement, lorsqu'on est dans les petites déformations et que le comportement est ce qu'on appelle linéaire, et parfaitement réversible, donc elles sont équivalentes en théorie. Donc dans le cas du bois, et donc pour prendre le cas prendre le cas du bois dans la direction des fibres, vous avez un fluage. Par exemple, là, je vous montre un fluage, un exemple de fluage, et là, je vais vous montrer l'influence de l'humidité sur ce fluage. En général, là, je l'ai un petit peu exagéré, mais le fluage, comme disait Bernard, dans la direction L, l'effet d'humidité n'est pas énorme. Eh bien, ça se voit ici par le fait qu'il y a un fluage sec. Voilà, donc là, je l'ai peut-être un peu exagéré. En fait, il n'y a pas énormément de fluage dans la direction des fibres quand le bois est bien sec. Et là, vous voyez, je représente un fluage, une déformation en fonction de logarithme du temps. Si jamais le bois artérieux est plus humide, il a une déformation instantanée qui est un peu plus élevée. Là, je l'ai un peu exagéré. Hein. Bernard nous a expliqué que c'est plutôt dans les 20%, hein, si c'est dans l'essence des fibres. Mais par contre, avec le temps, cet écart sera un petit peu amplifié. Mais surtout, ce qui est remarquable dans le cas du bois, c'est que si on cycle entre l'état humide et l'état sec, on va avoir une valeur... finalement une réponse bien plus considérable, et ça c'est ce qu'on appelle l'effet mécanosorptif, et c'est assez caractéristique du bois. Ça s'appelle la mécanosorption. Ensuite, je vais vous parler de la viscoélasticité hygrothermoactivée. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'équivalence temps-température? Alors, c'est caractéristique de tous les matériaux polymériques. C'est-à-dire que, alors pour la comprendre, c'est très facile d'imaginer ça avec l'eau, hein, l'exemple de l'eau. Vous savez que de la glace, ça coule, ça met du temps, mais ça coule. Et donc, temps plus long est équivalent à plus chaud. Et de l'eau peut devenir comme de la neige, c'est l'exemple du ski nautique. Donc, un temps plus court, c'est comme plus froid.
Donc, ça permet, en expérimentation sur un matériau comme le bois, d'appliquer l'équivalence temps-température, d'élargir une fenêtre expérimentale. Vous voyez, si là, j'ai étudié un module dynamique en fonction du logarithme de la fréquence, donc je le fais cycler à une fréquence plus ou moins grande, donc plus ça devient grand, plus ça devient rigide, plus la fréquence est grande, plus c'est rigide. Donc, vous voyez que j'ai une fenêtre expérimentale, ce que je peux vraiment mesurer avec ma machine, quoi. Ça va entre F1 et F2. Si je fais des essais à différentes températures, eh bien, je peux les rassembler, toutes ces réponses, en ce qu'on appelle une courbe maîtresse. C'est-à-dire que je peux, à partir des mesures faites à différentes températures, je peux les décaler dans l'échelle logarithmique pour obtenir ce qui se passe à temps très court et à temps très long. Voilà, donc je donne un exemple avec un match de rue pour numérique. Vous avez ici plein d'essais qui sont faits à différentes fréquences. Là, c'est le module, là, c'est la complaisance, c'est l'inverse du module qui est montré en fonction de logarithme de la fréquence. Et vous arrivez à une courbe maîtresse qui permet d'extrapoler dans les deux sens, vers les échelles courtes et les échelles longues. Voilà. Alors, ensuite, voilà, un autre exemple qui n'a rien à voir maintenant avec la mécanique, c'est plus de la physique, c'est le vieillissement naturel du bois, c'est-à-dire de comment du bois évolue au cours des siècles, indépendamment des effets de surface. On est à l'intérieur du volume du bois, donc du bois ancien. Eh bien, il devient de plus en plus foncé, puis il peut aussi changer de couleur par ailleurs. Et ça peut se mettre en relation avec ce qui se passe quand on traite thermiquement le bois. C'est-à-dire que quand on traite thermiquement du bois, on le noircit également. C'est-à-dire que l'action du vieillissement naturel et du vieillissement artificiel se ressemblent et sont assez équivalents en termes de couleur. Là, c'est des essais qui sont faits sur du bois qui sert pour des temples japonais. Donc eux, ils ont des temples très anciens, donc on a pu récupérer des échantillons qui allaient jusqu'à 1400 ans. Et vous voyez qu'ici, on peut appliquer le principe de la courbe maîtresse, c'est-à-dire que vous avez des essais qui ont été faits du traitement thermique à 180 degrés, à 150, 120, 50, 90, et là vous avez le bois âgé qu'on peut considérer comme ayant été fait à 20 degrés à peu près, et on les colle ensemble et on définit ce qu'on appelle une énergie d'activation qui caractérise un peu la barrière à franchir, la barrière énergétique à franchir dont je parlais au tout début, qui est caractéristique du type des groupements moléculaires qui sont en œuvre dans ce phénomène. Voilà, donc en fait, on arrive à dire que 1500 ans à température ambiante, c'est comme 3 mois à 120 degrés, comme une semaine à 150, comme 12 heures à 180. Voilà. Et maintenant, une deuxième question. Alors, vous avez ici une flèche, une sculpture de flèche en bois, qui est entrée dans un cœur. Voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez la photo ici, vous voyez le cœur là, et la flèche est rentrée dans le cœur et elle débouche là. Hein. Et là, vous avez le dessin à gauche qui vous montre un peu comment sont les fibres. Attention. Et il faut que vous disiez, vous avez 4 réponses. Alors, la première réponse, c'est taillé dans la masse. D'accord. La deuxième, il y a du bois qui a été compressé là-dedans. On a fonctionné par compression. La troisième, c'est le bois a été tendu. La quatrième, c'est je ne sais pas. Alors là, je vais vous demander de voter. Je commence par la gauche cette fois-ci. Donc, qui pense que c'est taillé dans la masse? Réponse A. Donc là, on est à peu près à 5% de la salle. Et là-bas, c'est combien? On est à 5% aussi. Oui. D'accord, donc c'est cohérent. Deuxième, le bois a été compressé. Ah, là, c'est beaucoup plus considérable. Il n'y a quand même pas la moitié. Hein. C'est un tiers, je dirais. Hein. Et chez vous? Chez nous, c'est 10-15%. Ah, d'accord. Bois a été tendu. Ah, c'est très faible. C'est même pas 5%. Quelques pourcents. Et chez vous? Pareil chez nous. Pardon, je n'ai pas compris. Pareil, d'accord. Et je ne sais pas. Bon, alors là, c'est un peu plus, c'est à peu près pareil que compressé, un petit peu du même niveau, un petit tiers.
Et chez vous? Nous, c'est 2/3, oui. Ah, bah, ils sont... Voilà. Bon. Alors, la réponse, c'est... Le bois a été compressé. D'accord? Maintenant, soyez sages et écoutez l'explication. Alors, voici les descriptions des étapes. D'abord, je voudrais dire que cet objet a été fabriqué en 1992, enfin, un collègue japonais, un jeune qui était jeune à l'époque, qui était un étudiant, à peu près comme vous. Il avait fait la faculté d'éducation quelque part au Japon, il était venu faire une thèse. Et c'est pendant sa thèse qu'il a fait ça. Qu'il a conçu cet objet, qui a beaucoup servi par la suite pour des démonstrations, parce qu'il permet d'expliquer plein de choses. Alors voilà comment c'est fait. Vous prenez une planche dont vous... Alors attendez, je vais prendre l'image, voilà. Vous faites des petites entailles là, et le bout, vous le faites tremper dans l'eau, et le faites bouillir. Vous voyez donc là, j'ai le profil de la manche, vous faites bouillir ça, à 100 degrés donc, hein, d'accord, jusqu'à ce que vous faites bien entrer l'eau et vous faites bouillir. Ensuite, vous appliquez, mettez ça sous une presse et vous écrasez le bois et vous maintenez écrasé jusqu'à que ça reste, vous densifiez le bois en fait, hein, un peu comme a expliqué Bernard. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la courbe qu'il a montrée tout à l'heure, avec la courbe de compression qui peut aller très très loin dans la direction transverse aux fibres. Donc là, vous comprimez dans la direction transverse aux fibres et vous maintenez jusqu'à que ça refroidisse et que ça sèche. Du coup, quand vous faites ça, ça reste bloqué. Après ça, une fois que c'est sec, vous pouvez enlever la force et vous avez un matériau qui reste comprimé, bloqué, comprimé. D'accord? Il reste. Excusez-moi. Voilà. Et une fois qu'il est comme ça, vous taillez tout. Vous taillez le cylindre et faites passer le cœur. Et après, vous remettez dans l'eau chaude et ça revient. Ça revient et après, vous taillez la pointe pour que ça fasse joli. Et là, on vous donne une image un peu de ce qui se passe à l'échelle microscopique. Vous avez le bois initial, le bois dans l'état comprimé, le bois qui est revenu, qui est quasiment revenu à l'état initial, mais avec une petite déformation permanente qui traduit en fait un dommage résiduel qu'on voit bien au niveau cellulaire. Ici, je dois préciser que si on ne l'avait pas fait avec du bois chaud et humide, on n'aurait pas du tout eu ça. On aurait eu des parois cellulaires complètement cassées, dans tous les sens. Mais on serait arrivé à comprimer pareil, mais vous auriez eu un dommage terrible au bois. Là, le dommage est très modeste, parce que malgré les niveaux élevés de déformation, on a une recouvrance presque totale. Voilà, c'est tout. Maintenant, pour le comportement différé. Donc là, ça illustre pas mal d'aspects du comportement différé, hein, le côté dépendant du temps, la mécanosorption, parce qu'en fait, ce blocage, c'est un blocage mécanosorptif, c'est-à-dire que vous avez la conjugaison d'une action mécanique et d'une sorption, puisque le séchage sous contrainte, la séchage sous contrainte, donc c'est de la mécanosorption qui permet d'avoir cette déformation permanente, une accélération. Alors, c'est pas du flage, c'est de la relaxation, mais une accélération de la relaxation grâce à la température et grâce au séchage, à la variation d'humidité, etc. Puis vous avez le comportement thermoactivé. Enfin, tous les aspects du comportement différé sont inclus dans cet exemple-là. Maintenant, pour finir, j'en ai plus pour quelques minutes. Voilà, c'est la dernière question. Un peu de biologie végétale. Alors, ça va. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet excellent journal, La Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers. C'est un journal sur la nature, hein, qui existe depuis pas mal d'années. Ça, c'était le numéro 67. On en est au numéro 115. Il paraît tous les 6 mois. Il continue à paraître. Donc, vous avez une balançoire. Vous voyez, la question, alors je l'ai remise plus grosse pour que vous arriviez à lire. Vous avez une balançoire, vous avez une petite fille qui se balance sur une balançoire accrochée à une branche. Et puis après, vous avez la grand-mère qui s'accroche, qui est aussi accrochée à la même balançoire. Et la branche est beaucoup plus haute. Elle est plus haute de 2 mètres. Et donc, combien d'années va-t-il falloir à la branche qui porte la balançoire pour monter de 2 mètres, la situation A, jusqu'à 5 mètres de haut, la situation B? Non, pardon, 3 mètres elle a monté 3 mètres plus haut, pardon. Donc la réponse, c'est soit 1, soit 2. Alors 1, c'est 15 ans. 2, c'est 50 ans. 3, c'est 100 ans. Et 4, c'est je ne sais pas. Et on vous indique, la vieille dame vous indique que c'est un chêne, pour vous aider. Alors,
Donc, je vais poser la question et vous allez répondre dans l'ordre. Qui répond le 1? Chez nous, il y en a un, chez vous, deux, deux, voilà. Et chez vous, dans l'autre salle? Personne pour la 1. D'accord. Qui dit 50 ans? Ah, il y en a un peu plus pour 50 ans. Je dirais un petit 5%. Un 5%, mettons, voilà, 5%. Et chez vous? Nous, on est à 15%. Bon. Qui dit 100 ans? Ah, il y en a plus. Là, je dirais on est à 20%. 20%. Et chez vous? Ils sont pas très joueurs chez nous, on doit avoir encore 5-10%. D'accord. Et qui dit 4? Ah, il y a une majorité. Ah non, une moitié. Donc, je ne sais pas si tout le monde a répondu. Hein. Bon, enfin, bon. Et chez vous? Une petite moitié. Hein. Ouais, une bonne moitié qui ne sait pas. Ouais. D'accord. Alors, la réponse... Eh ben, c'est ni l'un, ni l'autre, ni l'autre, ni l'autre. Et donc, la seule bonne réponse, à la rigueur, ça aurait été la dernière. C'est jamais. Comme vous l'a dit Bernard tout à l'heure... Attendez, un peu de calme. Comme vous l'a dit Bernard tout à l'heure, le bois se dépose par couche. Une fois qu'il est déposé, ben, il reste déposé là. D'accord? Donc, une branche, elle ne peut pas bouger. Elle ne peut pas se déplacer vers le haut, la branche. Vous voyez? En fait, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, en fait? D'accord? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il ne faut pas confondre la croissance primaire et la croissance secondaire. Une fois que la croissance primaire est établie, ça ne bouge plus, ou de manière très limitée. Et là, ce qui peut faire disparaître la branche, ce qui peut faire qu'elle monte plus haut, c'est qu'en fait, il y a une branche qu'elle tombe. En fait, les branches, elles s'élaguent. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'elle est montée. En fait, c'est parce que c'est une autre branche qui a poussé plus tard. D'accord? Donc, essayez de ne pas vous gourer. Maintenant, ayez un peu ça en tête. Dites pas trop de bêtises quand vous voyez un arbre. N'imaginez pas que les branches, elles bougent de 3 mètres de haut. Non, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. La croissance est incrémentale dans les plantes. Voilà. Et c'est comme ça, hein, alors voilà. Donc, vous voyez, avec le temps, vous avez au début, ça se voit, hein, vous avez des nœuds, enfin des bourses, vous avez des traces des branches, et puis après, elles disparaissent quand le bois, la croissance secondaire se produit, ça recouvre tout ça, vous ne voyez plus la trace des branches. Voilà, et on arrive c'est comme ça qu'on arrive à avoir des branches très longues. Voilà. Donc c'est vrai, d'ailleurs, bon, ça c'est cette question, comment on peut faire pour avoir des branches horizontales très longues comme ça? C'est une autre question de biomécanique végétale voilà. Il y a beaucoup de questions sur comment fonctionnent les branches, c'est très intéressant, mais ce n'est pas le sujet de l'exposé. C'était juste pour vous faire un petit clin d'œil au masterclass d'après qui parlera un peu de biologie. Bon, pas vous parler de ça, mais bon, ils vont faire un peu plus. Il faut quand même que vous connaissiez un peu, que ça soit un peu plus clair comme vous, comment est la biologie des arbres, comment ça marche la croissance primaire, la croissance secondaire dans les plantes. Voilà, j'ai fini. Alors, vous avez nommé la Bernard et moi, j'ai mis là, si vous avez des questions auxquelles on n'aura pas répondu dans la discussion qui vient, n'hésitez pas à nous demander des choses, à nous contacter.